Entre 1933 et 1945, plus de 100 camps de concentration nazis furent établis à travers toute l'Europe. Brutalité, conditions inhumaines, travail forcé, mort systématisée, torture, souffrance et expériences scientifiques faisaient partie du quotidien dans ces blocs. Tous étaient des caractéristiques de ces lieux, qui représentaient l'une des créations les plus sombres de l'être humain. Mais il y avait d'autres aspects, cachés, comme le sadisme et le divertissement, qui satisfaisaient les désirs de ces esprits humains tordus. Voici l'histoire des méthodes sombres et cruelles de divertissement créées par les nazis dans les camps de concentration. Bienvenue à The Marshall Memoirs. L'enfer pour les prisonniers, le plaisir pour les gardes. Les camps de concentration ont été créés dans le but d'interdire et d'éliminer quiconque était considéré comme une menace pour le régime, qu'il s'agisse d'une menace interne ou externe. Opposants politiques, minorités sexuelles et ethniques, ceux considérés comme des marginaux sociaux par les nazis, et quiconque était perçu comme déviant en raison de leurs crimes, pratiques sexuelles ou religieuses, passait par ces portes. Les nazis prétendaient que la réhabilitation était la fonction principale des camps de concentration, et pour cette raison, ils justifiaient les mauvais traitements nécessaires pour briser la résistance morale de ceux considérés comme erronés dans leurs pensées et pratiques par le régime. Les hommes et les femmes emmenés de force dans ces camps étaient dépouillés de toute trace d'identité et d'humanité. Ils devenaient l'objet d'assauts systématiques sur leurs besoins fondamentaux, et beaucoup d'entre eux se retrouvaient cobayes pour des expériences scientifiques, ainsi que simples jouets pour divertir leurs geôliers. Non seulement les adultes, qu'ils soient communistes, juifs ou gitans, étaient victimes de ce genre d'action, mais aussi des enfants se retrouvaient soumis à des expériences scientifiques sadomasochistes sans fin, ou simplement pour satisfaire les désirs sombres de ces machines à tuer. Beaucoup de soldats SS devenaient progressivement moins qu'humains, perdant toute sensibilité envers ceux qu'ils considéraient comme des ennemis. Ils ne faisaient pas de discrimination dans leur traitement des personnes âgées ou des enfants, osant même s'en prendre aux femmes enceintes et faire d'elles ce qu'ils voulaient. Sachant que leur vie était entre leurs mains et qu'ils pouvaient faire pratiquement tout ce qu'ils voulaient avec eux et leurs biens, les soldats SS expérimentaient sur de nombreuses personnes capturées et détenues dans les camps de concentration. Les gens étaient objectifiés et de nombreux soldats SS les utilisaient pour se divertir de diverses manières. Parmi les méthodes de divertissement les plus connues, on trouve l'organisation d'exhibitions de boxe avec des prisonniers faibles, des matchs de football avec des joueurs à l'agonie à cause de la faim, ainsi que l'utilisation du talent de certains pour créer des orchestres de musique afin de couvrir les cris d'horreur dans les blocs du camp. Mais les hommes d'Himmler n'utilisaient pas seulement les juifs et les opposants politiques comme objets de plaisir sportif et artistique, ils les fétichisaient au point d'en faire les objets de leurs plaisirs sadomasochistes et sexuels les plus sombres. À cet égard, les nazis ne faisaient aucune distinction entre les hommes et les femmes, les enfants et les adultes. Tous devenaient de simples objets avec lesquels les soldats pouvaient satisfaire leur appétit pour la destruction humaine. Ainsi, avant ou après les avoir torturés, battus, affamés à mort ou conduits à la chambre à gaz, de nombreux soldats SS dans les camps de concentration faisaient ce qu'ils voulaient de ces personnes, simplement pour leur propre amusement. De cette manière, ce qui représentait un véritable enfer pour des familles entières qui voyaient leur vie lentement déchirée et exploitée sous tous les aspects, devenait pour les gardes un lieu de plaisir. Non seulement ils accomplissaient leur devoir envers le Führer, mais ils étaient également autorisés à se divertir, à avoir du temps pour la récréation et à utiliser les prisonniers comme des objets de jouissance et de plaisir. Les exhibitions de boxe dans les camps nazis. Pour Heinrich Himmler, chef des SS et l'un des architectes de la solution finale, il était très important de maintenir le moral de ses gardes élevés. Et pour cela, il croyait que le Reich devait investir dans les loisirs, les activités culturelles et sportives. Dans ce sens, la boxe fut peut-être l'une des activités les plus importantes développées au sein de ces murs infernaux. Young Perez était un juif français né en Tunisie. Il fut champion du monde de boxe poids moyen en 1931. Seulement 12 ans plus tard, il fut arrêté par les nazis à Drancy, en France. Il fut emprisonné pour ne pas avoir porté la fameuse étoile jaune. De là, il fut envoyé dans un camp de concentration, plus précisément à Auschwitz-Monowitz. Ses ravisseurs le reconnurent rapidement. Son visage leur semblait familier et bien que son corps soit déjà meurtri,
il montrait des signes d'athlète discipliné. Un jour, les gardes demandèrent à Young de leur offrir une démonstration privée de boxe. Là, il montra ses meilleurs coups, tandis que les gardes riaient et profitaient d'un spectacle privé pour lequel d'autres auraient payé une fortune. Young Perez fut autorisé à s'entraîner pendant quelques jours et reçut même des rations supplémentaires pour reconstruire une partie de la masse musculaire sévèrement affaiblie par son séjour dans cet enfer qu'était Auschwitz. Quelques jours plus tard, les soldats lui suggérèrent de combattre un garde SS, un soldat assez corpulent, pesant environ 75 kilos et mesurant environ 1,80 m. Ce fut un combat de 3 rounds où Young sortit victorieux. Il se vit ensuite attribuer un autre adversaire, un détenu nommé Paul Steinberg, qu'il battit également. Les gardes le regardaient avec admiration et amusement. Ils avaient devant eux un champion du monde offrant une exhibition privée au milieu de l'horreur qu'ils infligeaient à l'humanité. Mais le cas de Young Perez n'était pas unique. Tadeusz Pietrzykowski, un boxeur polonais, avait été finaliste du championnat polonais des poids coqs. Entre 1940 et 1943, il disputa entre 40 et 60 combats dans le camp principal d'Auschwitz. Dans cette arène, il battit plusieurs déportés allemands de poids lourds, ainsi que son propre capot, Walter Dönning. Cela fit de lui le champion de boxe le plus célèbre d'Auschwitz et il fut applaudi par les mêmes nazis qui le torturaient pendant la journée. Dans le camp de Mauthausen, Segundo Espalargas fut la sensation de la boxe. Segundo, un républicain espagnol également connu sous le nom de Paulino, combattait tous les dimanches à la demande de Franz Zierreis. Le commandant du camp SS Paulino ou Segundo était connu comme le boxeur courageux et invaincu de Mauthausen. Personne ne pouvait le vaincre, même pas les puissants soldats SS qui osaient le défier. Pour Paulino, combattre chaque dimanche était son seul espoir de rester en vie. Il croyait que s'il était sacrifié, le haut commandement du camp perdrait son plus grand divertissement, le regarder combattre. Cependant, cela ne l'épargna pas des mauvais traitements et des tortures que tous les prisonniers subissaient jour après jour. Les officiers SS, peu importe dans quel camp ils travaillaient, étaient des fanatiques de boxe. Pour détecter des combattants potentiels, ils consultaient les dossiers des détenus ou leur demandaient même lors des interrogatoires s'ils pratiquaient la boxe. De nombreux prisonniers mentaient et disaient qu'ils en faisaient, mais étaient ensuite battus par ceux qui boxaient réellement. La popularité de la boxe n'était pas nouvelle en Allemagne. Lorsque Hitler prit le pouvoir, la boxe devint l'une des grandes composantes de la machine de propagande nazie. C'était l'époque des victoires de Max Schmeling, Herbert Runge et Willy Kaiser. Tous trois avaient été victorieux aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 et furent exploités par Goebbels pour réaffirmer sa théorie de la supériorité raciale. La boxe fonctionnait non seulement comme un outil de propagande, mais aussi comme un moyen de contrôler et canaliser la violence de la société nazie de manière encadrée. Les soldats SS étaient donc des fanatiques de boxe, et le régime leur offrait leur divertissement préféré en échange du prétendu service patriotique qu'ils rendaient au Reich en capturant et torturant des Juifs à Auschwitz et dans les autres camps de concentration. Mélodie de l'enfer, les orchestres de la mort dans les camps. Hitler aimait la musique. Son compositeur préféré était Richard Wagner, et il essaya de transmettre ce goût pour la musique classique à ses sujets. En 1942, le directeur du camp de concentration de Neuengamme demanda un piano pour son camp. C'était un Völker 86, un piano élégant et très coûteux. Hormis cela, ce camp était connu pour ne pas dépenser beaucoup en luxe. Les inspecteurs du camp étaient très friands de musique classique, ou prétendaient peut-être l'être pour plaire à leur fureur. Malgré leur goût pour Wagner et d'autres compositeurs classiques, les soldats allemands dans les camps de concentration se contentaient d'instruments beaucoup plus simples. L'harmonica devint l'instrument de prédilection dans les camps, utilisé tant par les prisonniers que par les gardes. Un autre instrument souvent vu dans les blocs était l'accordéon. Cet instrument accompagnait les rares moments de loisir que pouvaient avoir prisonniers et gardes, mais il était bien plus courant de le voir entre les mains de certains prisonniers polonais qui avaient encore la force de le jouer. Les officiers SS avaient un faible pour cet instrument d'origine allemande et se rassemblaient pour écouter ceux qui pouvaient en jouer. Les dirigeants allemands avaient du mal à trouver des musiciens professionnels pour jouer dans les camps. Alors ils décidèrent d'improviser de nouveaux orchestres avec des détenus qui joueraient gratuitement en échange de quelques rations supplémentaires.
À Auschwitz, le premier orchestre entièrement composé de prisonniers commença à jouer en janvier 1941. Dès lors, et jusqu'à leur libération, des concerts étaient donnés tous les dimanches sur l'esplanade derrière le terrible bloc 24. Ce bloc n'était autre qu'un bordel où les soldats nazis assouvissaient leur appétit sexuel avec des prisonniers forcés à se prostituer. Ainsi, les gémissements de douleur des agressions sexuelles subies par ces femmes juives innocentes étaient couverts par les belles mélodies, jouées par les musiciens forcés de donner un concert pour ces soldats sadiques. L'orchestre d'Auschwitz avait un programme varié, comprenant des œuvres de Beethoven, Schubert, Bach et Wagner lui-même. Un autre camp de concentration ne voulait pas être en reste face à cette initiative novatrice des hiérarques d'Auschwitz. Ce furent les autorités du camp de Birkenau qui créèrent le deuxième orchestre de prisonniers. Là, les musiciens recevaient un traitement de faveur par rapport aux autres prisonniers, surtout les prisonnières. Ils obtenaient une ration supplémentaire de nourriture et même des rations de cognac en échange de leurs services musicaux. Les musiciens de Birkenau expérimentaient même avec des mélodies sud-américaines, en plus de jouer le répertoire classique demandé par leurs bourreaux. Un tel succès des orchestres de prisonniers SS poussa les camps industriels du complexe d'Auschwitz à avoir leurs propres orchestres pour égayer les bourreaux nazis. Coco Schumann, un jeune Allemand pionnier du swing dans ce pays, fut emprisonné à Theresienstadt puis déporté à Auschwitz. Schumann trouva probablement un moyen de survivre à cet enfer sur terre grâce à sa popularité auprès des soldats. Les gardes demandaient à son orchestre de jouer son classique La Colombe pour apaiser les prisonniers, alors qu'ils marchaient vers la chambre à gaz, faisant de ce hit swing allemand la mélodie d'avant-mort entendue par des centaines de juifs. Un autre orchestre célèbre fut formé dans le camp des femmes de Birkenau, sous la direction de la surveillante en chef Maria Mandl. Il était dirigé par une prisonnière juive nommée Alma Rosé. Elle organisait 2 concerts par semaine pour le plaisir de ses bourreaux. Le groupe commença à jouer sur des instruments confisqués aux juifs assassinés. Alma Rosé était tellement acclamée par le public nazi de Birkenau qu'un jour elle fit taire 2 gardes qui parlaient pendant le concert. Elle réalisa ensuite que ce geste spontané aurait pu lui coûter la vie. Mais Alma était trop importante pour les loisirs de ses soldats et gardes, et pour cette raison, ils épargnèrent sa vie. Échecs, cartes, tarot et autres divertissements pour les nazis. Les gardes SS appréciaient également une large gamme de jeux de société. Les commandants et directeurs locaux faisaient des demandes pour obtenir ces jeux très en vogue dans les familles nazies. Il y avait des jeux de tout type, jeux de dés, jeux de cartes, jeux de stratégie. Par exemple, Fang den Hut était un jeu de société lancé durant la République de Weimar et encore très populaire pendant les années de guerre. C'était un jeu où les pions étaient en forme de chapeau et pouvaient être empilés. Le plateau était rond avec une croix centrale et le jeu sollicitait la logique des participants, bien qu'il fût également populaire auprès des enfants en raison de sa simplicité. D'autres jeux, à thème plus adulte, étaient également courants sur les bureaux des directeurs ainsi que dans les couloirs entre les gardes. Les échecs et les dames étaient très populaires durant les moments de loisirs des bouchers SS. De nombreux prisonniers étaient parfois invités par leurs bourreaux à mesurer leurs compétences aux échecs et aux dames, mais les Ukrainiens recrutés par la Waffen-SS, affectés au camp, étaient particulièrement doués dans ces jeux et battaient régulièrement les officiers SS qui les regardaient avec méfiance, secrètement convaincus que ces prisonniers étaient plus intelligents qu'eux. C'est pourquoi de nombreux prisonniers se laissèrent battre, car le fait qu'un joueur d'une race supposée inférieure les batte à des jeux d'intelligence allait à l'encontre de la propagande nazie. Cependant, il arrivait aussi que les victoires des prisonniers juifs aux échecs soient justifiées par une accusation fréquente du régime, la supposée ruse des Juifs, accusés de tromper les Allemands pour leur extorquer de l'argent ou tirer avantage de leur pureté et de leur innocence. Il est donc possible que certaines parties d'échecs entre un bourreau et un prisonnier aient mené à des passages à tabac violents en raison du résultat défavorable pour le bourreau. Les cartes étaient le jeu le plus populaire parmi les soldats et les captifs. Des dizaines et des dizaines de jeux de cartes étaient distribués dans les baraquements, le plus populaire étant le Skatkarten. Le skat était un ancien jeu allemand originaire de Thuringe, dont la grande popularité naquit parmi les soldats pendant la Première Guerre mondiale. D'autres soldats étaient même encouragés à jouer au tarot, une pratique occulte assez répandue parmi les nazis. À cet égard, il convient de noter que,
Malgré une façade de catholicisme fervent, les nazis étaient attirés par les pratiques ésotériques telles que l'astrologie, l'alchimie, la kabbale et la théosophie. Ils éprouvaient un immense respect pour ces disciplines, qui furent rejetées à la fin du XIXe siècle par les élites de la société. Les nazis, eux, affirmaient publiquement et en secret leur croyance dans les étoiles, liée à leur mission de régénération de l'humanité. Il n'est donc pas surprenant que la pratique du tarot soit devenue populaire dans les camps de concentration. Peut-être que certains soldats cherchaient à obtenir des réponses dans les étoiles et l'au-delà sur la mission qui leur avait été confiée et sur ce que leur réservait l'avenir. Jouer au football dans les camps pour survivre. De nombreux soldats SS travaillaient leur corps pour compenser les longues heures passées stationnaires dans les tours de garde ou les postes de surveillance. Certains pratiquaient la musculation, tandis que d'autres passaient leur temps à jouer ou à regarder des matchs de football, un sport en pleine popularité en Allemagne. Les nazis croyaient au sport comme moyen de mobiliser les hommes dans un effort collectif et compétitif, et à cet égard le football et le handball étaient deux sports favoris des hommes de Himmler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs équipes de football et de handball furent formées, et certaines d'entre elles participaient à des matchs organisés à l'intérieur des camps de concentration. Les équipes SS participaient à des championnats contre des équipes d'autres organisations proches, telles que la Luftwaffe ou la Wehrmacht. Les soldats des camps du gouvernement général polonais organisaient également plusieurs championnats entre eux. Non seulement cela correspondait à l'idée nazie du sport collectif et compétitif, mais à partir de 1942, la machine de guerre nazie dépendait de plus en plus du travail forcé disponible dans les camps de concentration. Himmler avait besoin que les travailleurs des camps produisent toujours plus et mieux, et pour cette raison, il ne voyait pas d'inconvénient à leur accorder un peu de repos le dimanche, que de nombreux prisonniers mettaient à profit pour assister à des matchs de football ou même y participer. Avant qu'Adolf Hitler ne prenne le pouvoir en 1933, il existait en Allemagne des clubs fondés par des communautés juives qui furent plus tard interdits et fermés. Deux des plus populaires étaient le Bar Kochba à Francfort et le Hakoah à Essen. Tout comme des boxeurs célèbres furent exhibés dans les camps de concentration, des footballeurs furent également emprisonnés et envoyés dans ces lieux de mort. Parmi les plus connus, on compte Heinz Kertz, Bela Gutmann, Eddie Hamel et Julius Hirsch. Saturnino Navazo, un footballeur espagnol de tendance républicaine, fut arrêté en France par les Allemands et transféré au camp de Mauthausen. Lorsque les nazis découvrirent qui il était, ils décidèrent que, plutôt que de le soumettre aux conditions de travail inhumaines, il valait mieux le priver un peu de nourriture mais lui accorder quelques rations supplémentaires pour l'entraîner au football. Grâce à son talent, Navazo fut transféré aux cuisines où il put vivre un peu mieux et il parvint même à sauver la vie d'un jeune garçon juif de Francfort nommé Siegfried Mayer, qu'il adopta comme son fils à la fin de la guerre. Ces fameuses histoires de prisonniers jouant le match de leur vie contre des gardes ne sont pas entièrement vraies. Les matchs se déroulaient souvent dans des conditions très précaires. Il n'y avait pas toujours 11 joueurs contre 11, parfois on jouait avec des ballons de chiffon. Et les équipes de prisonniers étaient formées selon différents critères. Les nazis aimaient former des équipes de prisonniers en fonction de leur nationalité ou de leur métier. Dans certains camps, il existait ainsi des équipes de menuisiers, des équipes de cuisiniers, des équipes de personnel de nettoyage, entre autres. Ce qui est certain, c'est que les SS appréciaient de jouer entre eux et forçaient les prisonniers à assister et applaudir. Et ils prenaient aussi plaisir à voir comment des prisonniers affamés, sans aucune préparation physique, jouaient entre eux, certains s'évanouissant en plein match, traînés hors du terrain par les bras parce que le spectacle devait continuer. Ilse Koch, la chienne de Buchenwald. Les nazis ne se contentèrent pas de faire du sport ou d'observer des prisonniers à l'agonie pour se divertir. L'une de leurs plus grandes obsessions cachées était le sexe. Les nazis exaltaient la beauté en construisant un culte du corps presque grec. Dans leur art, leurs films et leur vie quotidienne, la nudité et le sexe étaient omniprésents. Cette obsession sexuelle habitait beaucoup de hauts dirigeants nazis, mais aussi les soldats dans les camps de concentration. À cet égard, une histoire mérite d'être racontée en raison de son impact, celle d'Ilse Koch, plus connue sous le nom de la chienne de Buchenwald. Une soldate nazie fanatique, nymphomane, sadique et meurtrière. D'apparence angélique, avec des cheveux roux légèrement bouclés et un visage qui semblait sculpté par les dieux grecs, Ilse Koch était une sensation parmi ses camarades SS. Elle était une séductrice naturelle,
et savait utiliser sa beauté pour obtenir ce qu'elle voulait, non seulement sur le plan politique, mais aussi pour satisfaire ses impulsions les plus basiques. Koch était une fervente adepte du dogme nazi. Elle admirait le Führer de tout son cœur. Son fanatisme politique, son pouvoir oratoire, sa beauté et sa capacité de séduction lui valurent de devenir l'une des surveillantes les plus importantes des camps de concentration des SS. Son vrai nom était Margarete Ilse Köhler et elle venait d'un milieu urbain de la classe moyenne. Son père avait travaillé dans une usine pendant la République de Weimar, ce qui l'avait aussi orienté vers le même chemin. Après quelques années, elle décrocha un emploi dans une librairie où elle entra probablement en contact avec l'idéologie nazie pour la première fois. Elle rejoignit le parti nazi en 1932 et rencontra Heinrich Himmler en personne, qui la présenta à son futur mari, Karl Koch, un des principaux adjoints du chef des SS. Son mari était colonel dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Elle l'épousa en 1936 et en 1939. Ils s'installèrent à Buchenwald où sa vie changea à jamais. Ils eurent 3 enfants à Buchenwald, mais l'un d'eux mourut pendant qu'ils étaient en vacances au ski. La nounou les appela pour leur annoncer la nouvelle, mais cela ne les détourna pas de leur séjour. Son mari, déjà à Sachsenhausen, était réputé pour être l'un des colonels les plus cruels et brutaux. Les prisonniers racontaient qu'il aimait punir ses captifs avec un fouet muni de lames de rasoir. Karl Koch aimait aussi torturer en utilisant du fer chaud ou en écrasant les doigts de ceux qui l'interrogeaient. Son visage de plaisir pendant ces séances de torture était, disait-on, inimitable. Ilse Koch apprit de l'un des tortionnaires les plus célèbres de l'Allemagne nazie. Ils étaient unis, non par l'amour, mais par le plaisir qu'ils tiraient de la douleur des autres. C'est pourquoi Ilse demanda à son mari de construire une immense propriété à quelques mètres du camp de concentration de Buchenwald pour y exposer tous leurs plaisirs sombres et sadiques. Derrière ces murs, Ilse et Karl organisèrent des orgies collectives dans des salles pleines de miroirs. Ilse Koch commença à remplir ses placards des vêtements et parfums les plus chers d'Europe, obsédée par son apparence. Elle aimait monter à cheval et était souvent vue parcourant la campagne avec un fouet à la main. Un de ses plus grands plaisirs était de jeter des chiens affamés sur des prisonnières enceintes, riant et criant de plaisir face à un tel spectacle horrifique. C'étaient ses activités diurnes, mais la nuit, Koch se transformait en un démon encore plus dépravé. Dans cette salle de miroirs, elle organisait des orgies lesbiennes avec jusqu'à 12 femmes en même temps, auxquelles les subordonnés de son mari participaient aussi, parfois par obligation, de peur de cette femme redoutée. L'une de ses pratiques les plus dépravées consistait à attendre les nouveaux prisonniers arrivant à Buchenwald, les seins nus, et à leur faire des commentaires sexuels tout en les forçant à toucher son corps. Lorsqu'ils osèrent la regarder, elle les frappait avec son fouet. Sa dégénérescence n'avait aucune limite. Lampe en peau humaine et autres passe-temps cachés d'Ilse Koch. Pendant qu'elle exposait ses plaisirs nymphomanes dans sa vaste propriété, Ilse Koch, la chienne de Buchenwald, découvrit un nouveau passe-temps macabre, fabriquer des meubles avec de la peau humaine. Le 11 avril 1945, un jeune soldat américain nommé Abner Gannett arriva à des casiers à Buchenwald. Lorsqu'il entra dans cette pièce, son visage devint livide. Il y trouva des lampes finement décorées, peintes avec de jolis papillons et oiseaux. Gannett s'approcha de la lampe et sentit que quelque chose n'allait pas. En la touchant, il se mit automatiquement à vomir, tout comme ses collègues. Ils n'en croyèrent pas leurs yeux. Les lampes étaient faites de peau humaine tendue. Soudain, derrière lui apparut une femme au visage angélique et aux boucles colorées. C'était Ilse Koch elle-même qui lui demanda si elle trouvait les lampes belles. Elle ne montra aucune honte ni regret, mais plutôt une fierté pour son œuvre macabre. Mais il ne s'agissait pas seulement de lampes. Koch possédait également un grand sac à main coquet fait du même matériau. Les lampes n'étaient que le début d'un spectacle digne du pire film d'horreur imaginable. Ilse Koch aimait aussi décorer sa maison avec d'autres objets macabres. La chienne de Buchenwald avait une passion pour la collection de têtes humaines de prisonniers assassinés dans le camp. Elle en exposait plus d'une douzaine dans son salon. Leur taille était particulière, car elles avaient été chimiquement rétrécies pour être plus petites que la normale. Koch avait une obsession pour la peau humaine sous toutes ses formes. Elle aimait aussi les tatouages. Les soldats américains trouvèrent dans sa maison des albums photos des tatouages de prisonniers, et il est cru qu'ils avaient un grand intérêt pour ce type de travail de la peau. Cet album avait été compilé par l'un de ses nombreux amants, le docteur SS Erich Wagner.
Il est dit qu'Ilse était devenue tellement obsédée par son travail qu'elle avait demandé à son mari de tuer tous les prisonniers que Wagner avait photographiés, afin de pouvoir exposer leur peau chez elle et confectionner divers objets décoratifs ou vêtements. Ilse Koch aurait fait travailler pour elle sur la dissection des cadavres, les prisonniers qui avaient été jusqu'à ce moment-là compagnons de baraquement des malheureux hommes tués pour leurs tatouages. Un prisonnier alla même jusqu'à affirmer qu'Ilse avait fabriqué des sous-vêtements avec de la peau humaine tatouée. Il faisait partie de ces prisonniers qu'Ilse Koch allait chercher à la porte du camp pour le séduire en lui montrant une partie de son corps et, lorsqu'il succombait au charme de la chienne de Buchenwald, il pouvait voir ses sous-vêtements, mais son destin était déjà scellé, et quelques minutes plus tard, il serait battu à mort avec des fouets, pour encore plus de plaisir de la dame nazie insensible. Son goût pour la dissection et la décoration avec de la peau humaine dépassa bientôt les frontières de Buchenwald et devint un passe-temps pour d'autres épouses de commandants de camps de concentration. Enfants juifs devenus des jouets nazis, les gardes des camps de concentration nazis ne se contentaient pas de punir et de maltraiter des hommes et des femmes adultes. Certains prenaient un plaisir encore plus macabre à transformer les enfants des camps en objets de divertissement. Certains gardes SS prenaient plaisir à battre des enfants juifs contre les murs jusqu'à ce qu'ils disparaissent, sous les yeux désespérés de leur mère captive, impuissante. D'autres enfants à Auschwitz et Buchenwald souffraient de faim désespérée, les poussant à chercher de la nourriture où ils le pouvaient. Les plus courageux osaient braver les interdits pour voler de la nourriture aux responsables des camps eux-mêmes. Nombre de ces enfants finirent de la pire des manières, non seulement assassinés, mais brutalement battus à mort. Les enfants dans les camps de concentration vivaient dans des conditions inhumaines. Certains étaient envoyés au travail forcé, d'autres vivaient avec la faim comme sensation quotidienne, et d'autres encore voyaient leurs frères et sœurs, plus jeunes, mourir dans leurs bras, sous le regard indifférent, voire réjoui, des soldats SS. Mais l'histoire la plus macabre est celle d'Eva et Myriam, des sœurs jumelles devenues les jouets favoris du terrible Joseph Mengele, connu sous le nom d'Ange de la mort. Eva et Myriam Moses Kor furent envoyées à Auschwitz avec leur famille en 1944. Joseph Mengele, déjà célèbre à cette époque pour ses expérimentations inhumaines, menait toutes sortes d'expériences sur des êtres humains à Auschwitz. L'une des plus grandes obsessions de cet immense criminel de l'histoire était de découvrir le secret derrière la naissance des jumeaux, car l'un des grands objectifs du Führer était d'accélérer la reproduction des Allemands pour peupler toute l'Europe de l'Est. Mengele pensait que comprendre la reproduction des jumeaux pourrait aider cet objectif, permettant à plus d'Allemands d'avoir 2 ou 3 enfants à la fois. Eva et Myriam n'avaient que 14 ans lorsqu'elles tombèrent entre les mains terribles de Joseph Mengele. Ce médecin de l'enfer déambulait dans les baraquements d'Auschwitz dans un costume blanc impeccable, attirant les enfants avec des chocolats pour les saluer. Il les traitait d'abord bien, mais ensuite il examinait leur corps pour voir s'ils étaient aptes à ces expériences. C'est ainsi qu'il rencontra Eva et Myriam, qui devinrent ses jouets préférés pour ses expérimentations scientifiques. Mengele aimait attacher les jumelles par les bras pour restreindre leur circulation sanguine jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent. À ce moment-là, Mengele injectait des produits chimiques dans leurs yeux et leur administrait plus de 5 injections dans d'autres parties de leur corps. Les prisonniers d'Auschwitz racontaient comment les enfants approchaient Mengele avec enthousiasme, pensant qu'il était inoffensif, mais en sortaient en pleurant et en criant après avoir subi ces tortures. Pendant ce temps, l'ange de la mort sortait de son laboratoire avec un sourire jusqu'aux oreilles, sifflotant des mélodies classiques. Non seulement il avait accompli son devoir scientifique, mais le sadique médecin prenait un plaisir malsain à martyriser les enfants juifs et tziganes. Le bordel de Mauthausen. Bien que les nazis se prétendaient conservateurs en matière de pratiques sexuelles, cette apparente retenue semblait plus un discours qu'une réalité. Les nazis croyaient que l'activité sexuelle était nécessaire pour maintenir la race aryenne et peupler l'Europe avec des Allemands supposés supérieurs. Ils encourageaient donc les relations sexuelles prémaritales et chez les adolescents, mais en insistant sur l'idée que l'objectif principal n'était pas le plaisir personnel, mais la reproduction en l'honneur du Führer. À cet égard, l'homosexualité représentait un grand problème pour Hitler, car elle réduisait la possibilité de reproduction. C'est pourquoi Himmler pensa qu'il serait judicieux d'installer un réseau de bordels dans les différents camps de concentration. Alors que la mort s'abattait en série à quelques mètres, les soldats SS
chargés de faire fonctionner ce système macabre, pouvaient entretenir des relations sexuelles promiscues pour ne pas perdre leur virilité et ne pas être tentés de coucher avec d'autres soldats ou, pire encore, de se mélanger avec les prisonnières juives et de les agresser sexuellement. L'un des bordels les plus célèbres fut celui de Mauthausen, qui fut le tout premier à être mis en place pour divertir ces gardes insatiables. Dans ce camp, le bordel fut installé dans la baraque numéro 1 et dans un bâtiment du sous-camp de Gusen. 35 femmes allemandes d'origine modeste y furent envoyées, recrutées avec la promesse d'être bientôt libérées, promesse qui ne fut jamais tenue. Le bordel de Mauthausen devint un enfer pour ces femmes, tandis qu'il satisfaisait l'appétit sexuel des meurtriers SS. Mais ce bordel n'était pas seulement accessible aux soldats. Certains prisonniers pouvaient aussi en profiter. Les Juifs et les Soviétiques étaient exclus de ce plaisir réservé à certains prisonniers autrichiens, politiques allemands et français. Beaucoup de ces prisonniers cherchaient avant tout un moment de réconfort et d'écoute plutôt qu'une relation sexuelle. Il existe un autre aspect de cette histoire, celui des prisonniers chanceux sélectionnés pour participer à ce genre de plaisir. Aucun d'entre eux n'était juif, et pour obtenir ce privilège, il fallait être un travailleur obéissant qui satisfaisait tous les désirs des SS. La plupart d'entre eux étaient les ouvriers les plus qualifiés, tels que les réparateurs de bâtiments, plombiers, électriciens, cuisiniers ou même musiciens et footballeurs. Il est intéressant de noter que ceux qui étaient de tendance communiste étaient les plus susceptibles de refuser une telle invitation. En fait, ils encouragèrent leurs camarades à résister à la tentation et à ne pas profiter de la situation d'esclavage sexuel dans laquelle se trouvaient ces pauvres femmes allemandes. Ceux qui ne cherchaient que du divertissement et traitèrent ces femmes comme des objets étaient les soldats SS, qui faisaient en sorte que certaines femmes aient accouché avec plus de 5 Allemands en une seule journée. Le plaisir sexuel de ces meurtriers abjects était garanti, tandis que ces femmes comptèrent les heures jusqu'à leur libération par les Alliés. Adolf Hitler croyait que sa mission était de changer le monde et qu'il était nécessaire de créer une nouvelle humanité où les Aryens domineraient le reste des peuples. Cette mission exigeait la participation du peuple allemand dans son ensemble et surtout des soldats qui l'accompagnaient dans cette folie. Les nazis créèrent les camps de concentration comme des lieux où ils éliminaient leurs plus grands ennemis ethniques et politiques de la société, les utilisant comme main-d'œuvre esclave pour contribuer à leur économie de guerre. Mais ils réalisèrent rapidement que les prisonniers pouvaient également servir d'objet à leurs plaisirs et amusements les plus sombres. Les gardes SS avaient besoin de loisirs, et quoi de mieux pour satisfaire ce besoin que d'utiliser ces personnes déjà déshumanisées. Avec cet objectif en tête, les nazis s'amusaient en organisant des exhibitions de boxe, des matchs de football, des jeux de cartes, des orchestres musicaux, des bordels, et même en utilisant les prisonniers comme matière première pour la décoration macabre des maisons de leurs plus sinistres représentants, comme la famille Koch. Les nazis dans les camps de concentration ont démontré que l'horreur la plus profonde infligée à un être humain peut être complétée par le plaisir, la jouissance et le divertissement de ceux qui la réalisent. Ces épisodes nous amènent à réfléchir de manière très profonde sur la noirceur à laquelle peut atteindre un être humain